30 avril 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce soir, 11 personnes au sein de l'APMF ont été placées en détention provisoire pour usage de faux diplômes. L'affaire a été portée hier devant le pôle anticorruption OUPAC aux 67 hectares. Les détails avec Radou Ramananzatouf. 13 personnes sont impliquées dans cette affaire d'usage de faux diplômes au sein de l'APMF. 10 d'entre elles sont des agents de l'APMF, 2 autres travaillent au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et l'une est un ancien directeur général d'un établissement d'enseignement supérieur privé. Elles ont comparu hier devant le parquet du pôle anticorruption OUPAC aux 67 hectares. Les charges retenues contre elles sont abus de fonction, obtention d'avantages indus, corruption et usage de faux diplômes. À l'issue de leur audition devant le juge d'instruction, 11 personnes ont été placées en détention provisoire à Antanmour, tandis que 2 autres ont bénéficié d'une liberté provisoire. Poursuivant toujours dans cette page fait divers, un conflit foncier oppose actuellement un prétendu propriétaire et des exploitants agricoles d'un terrain situé du côté de la carrière Ambuimainti. Selon les informations, une transaction aurait eu lieu il y a près de 17 ans entre les familles exploitant le terrain et une dame. Aujourd'hui, cette dernière tente de reprendre le terrain qu'elle affirme avoir acheté auprès d'une société. L'affaire est toujours en cours devant la justice. Mais entre-temps, la dame serait entrée de force pour y ériger un mur d'enceinte. Elle affirme disposer d'une autorisation de construire délivrée par la commune d'Amumangakeli selon ses déclarations aux journalistes présents sur place. Reportage de Aniane Martina Enzaranjens. Des tensions ont éclaté ce matin entre les familles qui vivent et exploitent ce terrain dans la carrière d'Ambuimainti depuis des décennies et des personnes venues y bâtir une clôture. Ces dernières affirment disposer de documents légaux qu'elles ont montrés. Le terrain d'une superficie légèrement inférieure à 1 hectare aurait été acheté par ces personnes auprès d'une société basée à Ambuimainti. Elle indique avoir obtenu une autorisation de construire auprès de la commune pour réaliser les travaux. De leur côté, les familles résidentes et exploitantes affirment qu'il s'agit toujours d'un terrain en litige et qu'aucune construction ne devrait être autorisée. Elles disent vivre sur les lieux depuis 2009. Selon ce chef de famille, c'est la même personne qui leur aurait vendu le terrain à l'époque via un document de prêt qui veut reprendre le terrain. Il évoque une relation de confiance qui aurait été trahie par la suite. Leur terrain avait été clôturé, mais la clôture a été démolie et aujourd'hui, ils dénoncent une intrusion illégale. Ce terrain est toujours en litige et l'affaire est déjà devant la justice. Ce chef de famille insiste sur le fait que les constructions en cours sont illégales, notamment en l'absence de titres fonciers réguliers. Face à cette situation, il appelle les autorités compétentes à intervenir pour examiner de près ce conflit foncier à Ambuimainti. Il demande également un suivi plus strict des affaires foncières à Amumangakeli et ses environs, affirmant que de nombreux terrains font l'objet de pratiques similaires. Des échauffourées ont même éclaté sur place aujourd'hui en raison de cette intrusion. Partant à présent vers le nord de l'île, à Diego, les étudiants de l'université d'Antsran ont manifesté dans la nuit d'hier. Ils réclament le paiement de leur bourse d'études et soulignent que de nombreux étudiants ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires. Par ailleurs, ils demandent également que les bourses à payer couvrent 3 mois étant donné qu'ils ont déjà suivi plus de 3 mois de cours. Ainsi, ces étudiants ont lancé un ultimatum de 48 heures aux autorités pour régler leurs problèmes. C'est un reportage de Aniane Martina Enzaranjens. Les étudiants de l'université d'Antsran ont organisé une grève durant la nuit d'hier. Ils exigent la résolution des problèmes liés au paiement de leur bourse. Selon les explications, de nombreux étudiants ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires. En outre, ils contestent l'utilisation de la plateforme d'inscription permettant de percevoir la bourse auprès du Trésor en raison du délai jugé trop court accordé aux étudiants pour s'y inscrire. De plus, les étudiants demandent également le versement de 3 mois de bourse ainsi que l'octroi d'équipements. Cette mobilisation nocturne constitue un mouvement d'alerte, mais les étudiants ont lancé un ultimatum de 48 heures aux autorités pour résoudre la situation. Aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié un communiqué indiquant que tous les étudiants des universités du pays percevront désormais une bourse de 3 mois accompagnée d'un équipement. Pour ceux qui ont déjà perçu un mois de bourse avec équipement, les 2 mois leur seront payés afin d'atteindre un total de 3 mois.
Et puisqu'on parle d'étudiants et d'universités, le régime d'Andjradzuel est à l'origine de la création de l'université de la Sava, actuellement implantée à Intala, en réponse à la demande des parents souhaitant la mise en place d'un tel établissement sur place. Il avait déclaré durant la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2023 que cette université serait inaugurée prochainement. Elle a été conçue pour soulager des parents finançant les études de leurs enfants ainsi que celles des jeunes récemment titulaires du baccalauréat. C'est un éditorial de Jean-Claude Adjebalal. Quelques jours avant la date de l'élection présidentielle du 16 novembre 2023, le candidat à la présidence Andjradzuel n'avait annoncé publiquement aux habitants de la région Sava à Intala que l'université de cette région était déjà construite et serait inaugurée sous peu. Toutefois, en raison des nombreuses infrastructures réalisées à travers le pays, le régime n'a pas pu procéder à l'inauguration de toutes les réalisations régionales, bien que la majorité d'entre elles soient déjà en service. Ainsi, l'université de la région de Sava située à Intala a accueilli des étudiants dès 2024, même si elle n'avait pas encore été inaugurée à cette période. La construction de cette infrastructure répond à l'aspiration des parents confrontés aux difficultés liées à l'envoi de leurs enfants étudier loin après l'obtention du baccalauréat. Aujourd'hui, certains observateurs se disent surpris d'entendre que le régime actuel aurait réalisé ces travaux en seulement 6 mois et procédé à leur inauguration. En réalité, ce régime a bénéficié d'une situation favorable puisque plusieurs réalisations du régime Andjradzuel n'avaient pas encore été inaugurées, leur permettant ainsi de procéder à des inaugurations dans différentes régions. Ils ont également distribué des véhicules, des motos et du riz issus des efforts du régime précédent. Mais une fois ces équipements et ces denrées entièrement distribués, quelle sera alors la stratégie pour continuer à se mettre en avant? Une fois les réalisations antérieures repeintes, rebaptisées et inaugurées, comment démontrer concrètement que le régime actuel a véritablement travaillé? Dans les actualités sociales, du fait du manque de sensibilisation, la population hésite à se faire vacciner contre le Mpox, selon les déclarations de l'association de santé ASOS. Pourtant, le nombre de cas de Mpox continue d'augmenter actuellement et il est également signalé que 3 décès ont déjà été enregistrés à Madagascar. Face à cette situation, cette association est intervenue aujourd'hui pour mener une campagne de sensibilisation à la vaccination en collaboration avec des jeunes joueurs de basketball N1A. C'est un reportage de Aniane Martina Inzarangensu. La région d'Analamang figure parmi les zones les plus touchées par l'épidémie de Mpox actuellement, selon les statistiques. Environ 305 cas confirmés ont été recensés depuis le début de l'épidémie. Pas plus tard qu'hier, de nouveaux cas ont encore été confirmés. La capitale fait partie des zones les plus affectées d'après les explications des responsables de la santé aujourd'hui. Cependant, on constate que la population reste encore réticente à se faire vacciner contre cette maladie. Pourtant, ce vaccin est désormais disponible dans presque tous les centres de santé de base d'Analamang. Pour l'association ASOS, qui œuvre dans le domaine de la santé, le principal problème réside dans le manque de sensibilisation, ce qui explique la faible fréquentation des centres de santé par la population pour se faire vacciner contre cette épidémie. C'est ce qui a motivé leur intervention aujourd'hui au CSB d'Issouch. Selon les explications des médecins, la vaccination contre le Mpox ne concerne pas une tranche d'âge spécifique. Parmi ceux qui se sont mobilisés pour la sensibilisation et ont participé à la vaccination sur place aujourd'hui, figurent des joueurs de basket N1A de l'équipe Imbitual. En l'espace de 2 heures, une campagne de sensibilisation et de vaccination contre le Mpox a été menée aujourd'hui au centre de santé CSB Issouch. Environ 80 personnes ont été vaccinées, parmi lesquelles des agents communautaires du 1er arrondissement. Après 2 jours de travaux, la synthèse des recommandations issues des participants venus de tout le pays a été finalisée hier à l'École nationale supérieure de police ENSP à Ivatu. L'objectif est de réformer le mode de fonctionnement de la police nationale afin de restaurer la confiance de la population. C'est un reportage de Felena Rakutorsu. À quoi ressemblera la police nationale à l'horizon 2036 ? Telle est la question centrale abordée lors des Assises nationales de la police nationale. 8 grands axes ont émergé lors de la synthèse et de la validation des principales propositions recueillies durant cette assise qui se sont achevées hier à l'ENSP Ivatu. Parmi ces axes figurent la vision stratégique, l'organisation ainsi que la structure et la doctrine en matière de sécurité publique, le cadre juridique,
le statut, la déontologie et le code de conduite de la police nationale, la gestion des ressources humaines, incluant le recrutement par concours, la gestion des carrières et des promotions, ainsi que le mécanisme de motivation, le renforcement de la formation et des compétences professionnelles, la gestion financière et budgétaire, l'amélioration des infrastructures et des équipements, la transition numérique et la gestion informatique, les actions sociales et le renforcement des relations entre la police nationale et la population, ainsi que la coordination des opérations sur le terrain. La collaboration interservices et la réponse aux nouvelles menaces en matière de sécurité publique y figurent également. Selon les explications, cette phase de synthèse a permis d'harmoniser les propositions et les visions visant à redresser et moderniser la police nationale. Dans la page culturelle de ce soir, Madagascar occupe actuellement la première place en Afrique dans la discipline du parcours. Le niveau des athlètes malgaches ne cesse de progresser selon les explications. L'objectif d'après les traceurs GAS est aussi de continuer à améliorer ce niveau, notamment sur la scène internationale. Cette année, Madagascar participera également au FISE, Festival international des sports extrêmes, qui se tiendra à Montpellier. L'événement Forestival sera organisé afin de collecter des fonds pour soutenir les athlètes malagasy qui participeront à cette compétition internationale. C'est toujours un reportage signé Aniane Martina Inzaranjiansu. Les athlètes malagasy ont déjà marqué l'histoire du parcours l'année dernière lors du Festival international des sports extrêmes à Montpellier en France. Dinara Kotarzo n'a atteint les demi-finales. On espère encore une amélioration du niveau pour l'édition de cette année. Madagascar comptera cette fois 5 athlètes participants. Le FISE 2026 se déroulera du 13 au 17 mai prochain. Ainsi, le Forestival, un événement à la fois culturel et sportif, est organisé pour lever des fonds afin de soutenir les traceurs malagasy au FISE de Montpellier. Plusieurs activités seront proposées durant cet événement. Le Forestival, qui est à sa 3e édition cette année, se tiendra le samedi 2 mai à Mbuichubi-Ave à Mbumangakil. Dans l'actualité sportive, les deux équipes, Atlético de Madrid et Arsenal, gardent encore toutes leurs chances de qualification en finale de la Ligue des Champions au vu du résultat d'hier soir. Le match aller de la deuxième demi-finale s'est soldé par un match nul 1-1, laissant le suspense entier pour le match retour qui se jouera mardi à Londres. Ces deux clubs sont toujours en quête de leur premier titre en Ligue des Champions. Toujours dans les actualités internationales, après les déclarations de Donald Trump évoquant un blocus prolongé des ports Iran et le maintien d'un blocage du détroit d'Ormuz, le baril de Brent s'envole à $125, signant une nouvelle envolée des prix du pétrole. Les marchés redoutent une perturbation durable des flux énergétiques mondiaux alors que la guerre au Moyen-Orient reste un facteur de forte volatilité pour l'économie mondiale. Le point avec France 24. Dans le détroit d'Ormuz à l'arrêt, Donald Trump remet la pression et menace de bloquer les ports iraniens pendant plusieurs mois. Les Iraniens ont fait beaucoup de chemin. La question est de savoir s'ils iront assez loin. Donc pour l'instant, il n'y aura jamais d'accord, à moins qu'ils n'acceptent de renoncer à l'arme nucléaire, bien sûr. Les exportations de pétrole sont bloquées. Le coût du baril est donc très élevé, à $125 pour le Brent, un record depuis 2022. La baisse des prix est conditionnée par la fin de la guerre au Moyen-Orient. De son côté, l'Iran accuse Washington d'avoir fait échouer les pourparlers de paix et aurait formulé une proposition pour rouvrir le détroit sans succès. Les États-Unis veulent activer la pression économique et les divisions internes pour nous affaiblir ou même nous faire nous effondrer de l'intérieur. La trêve entre Washington et Téhéran tient toujours, mais les négociations sont au point mort. Donald Trump a lui annulé le déplacement de sa délégation au Pakistan. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé aujourd'hui avoir demandé aux États-Unis de lui fournir davantage de détails sur les conditions d'un éventuel cessez-le-feu le 9 mai, date à laquelle la Russie célèbre la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Une proposition transmise par Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump. Les détails avec France 24. Une nouvelle frappe mortelle à Dnipro, à l'est de l'Ukraine. Dans un quartier résidentiel, cette maison a été touchée. Il y a au moins une victime.
Un témoin raconte la scène d'horreur. Je me suis approché, je l'ai appelée et elle était encore en vie, elle gémissait. Puis elle a commencé à se redresser, alors nous l'avons déplacée ici. Elle avait déjà perdu connaissance, il y avait du sang partout. Quand l'ambulance est arrivée, elle était déjà morte. Des frappes et en parallèle des discussions qui se poursuivent pour tenter de mettre fin à cette guerre. Donald Trump a échangé avec Vladimir Poutine par téléphone ce mercredi. J'ai parlé de l'Ukraine et nous avons eu une très bonne conversation. Je pense que nous allons trouver une solution assez rapidement, je l'espère. Le président russe a proposé mercredi un cessez-le-feu en Ukraine, mais seulement pour le 9 mai, jour où la Russie célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. Une initiative approuvée par Donald Trump selon le Kremlin. Donald Trump a salué la trêve de Pâques proclamée par la Russie. À cet égard, Vladimir Poutine lui a fait part de sa volonté de proclamer un cessez-le-feu pendant toute la durée des célébrations du jour de la victoire. Trump a activement soutenu cette initiative, soulignant que cette fête commémore notre victoire commune sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 9 mai, la Russie organise d'ordinaire une grande parade militaire, mais cette année elle sera exceptionnellement réduite, sans chars ni armement pour minimiser le danger. Moscou dit craindre la menace ukrainienne. En réponse aux frappes russes, Kiev cible régulièrement la Russie avec des drones. Et pour clore cette édition de ce soir, selon l'Organisation internationale pour les migrations ou OIM, 2025 est devenue la plus meurtrière jamais enregistrée pour les migrants, en particulier sur la route de l'Est. Depuis la Corne de l'Afrique, de nombreux jeunes partent vers les pays du Golfe Persique, attirés par l'espoir d'une vie meilleure, malgré les risques en mer comme à terre sur cette route migratoire, parmi les plus dangereuses du monde. France 24. Sur une vaste plaine balayée par les vents dans le nord de Djibouti, des migrants épuisés reviennent d'un voyage qui a failli leur coûter la vie. La plupart sont éthiopiens, espérant rejoindre les pays du Golfe via le Yémen. Nous avons voyagé à pied. Nos pieds étaient gonflés et couverts d'ampoules. Il nous a fallu 15 jours pour atteindre le bateau. Nous sommes montés à bord de nuit et avons voyagé jusqu'au matin. À 9 heures, les gardes-côtes nous ont interceptés et emmenés au Yémen. La traversée du détroit de Bab el-Mandeb est courte, mais souvent dangereuse. Avec des bateaux surchargés, des passeurs sans scrupules et une mer souvent agitée. Selon les ONG, plus de 900 migrants sont morts ou disparus rien qu'en 2025. Chaque année qu'on essaye de faire suite au rapport que nous établissons, considérant que c'est l'année la plus meurtrière enregistrée dans les régions djiboutiennes, on se rend compte que l'année qui suit devient encore plus meurtrière que la précédente. Donc cela nous pousse à une inquiétude importante que l'année 2026 serait aussi peut-être l'année la plus meurtrière. Et on ne sait pas exactement ça va continuer jusqu'à quand. Pour beaucoup, le choix est cruel, risquer la mort pendant le voyage ou affronter la misère. Et sur cette route, d'autres vies seront perdues dans le désert et en mer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Je vous souhaite un très bon week-end également. Au revoir.